À la une de ce journal, l'AIM lève son mot d'ordre de grève. Les élèves et étudiants sont appelés à regagner les classes dès demain lundi. L'AIM salue les efforts consentis par les autorités de la transition. Nous entendrons le secrétaire général adjoint du bureau de coordination dès le début de ce journal. La semaine de la sécurité routière a pris fin par une caravane à travers la capitale malienne. Elle a été marquée par des messages de sensibilisation, des messages relatifs au port du casque et à la limitation de la vitesse. La directrice des opérations de la Banque mondiale visite les réalisations de la Somapep à Markala. Ce sont des branchements sociaux destinés à offrir de l'eau potable aux populations. La Banque mondiale y contribue à hauteur de 3 milliards de francs CFA et plus de 3000 personnes sont touchées. L'ORTM CAI en fête ce week-end. La radio régionale a célébré ses 30 ans. Événement marqué par des animations folkloriques et des émissions spéciales sur l'antenne régionale. Les temps forts de cette fête à ne pas manquer dans cette édition. Chronique culture et société voyage ce soir à Milieu Songoï. Alpha Maïga s'intéresse au manchi. C'est un jus traditionnel qui renforce l'organisme après une journée de travail. Découverte de ces sirops en fin de journal. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h décalé en raison du match Espagne-Allemagne que vous venez de suivre sur nos antennes. L'association des élèves et étudiants du Mali appelle ses militants à reprendre le chemin de l'école dès demain lundi. Le mot d'ordre de grève est levé après un accord avec le gouvernement. Le bureau de coordination de l'AIM se félicite des efforts consentis par les autorités de la transition. Écoutons plutôt Ibrahim Ali Askofari, secrétaire général adjoint de l'AIM, au micro de Alpha Maïga. Le bureau de coordination nationale de l'AIM se félicite des progrès continuels et réalisés face aux doléances exprimées dans son préavis de grève. À ce jour, plusieurs points ont été satisfaits et la plupart des autres points sont réalisables sur le moyen et le long terme. Le bureau de coordination nationale de l'AIM suivra donc de très près leur évolution et ne ménagera aucun effort pour cela. Le bureau de coordination adresse ses remerciements aux autorités de notre pays pour les efforts consentis ces derniers jours. Le bureau les invite également à ne point se relâcher et de suivre prioritairement et avec constance la situation de l'éducation dans notre pays. Faute de quoi, nous serons toujours là pour attirer leur attention avec tous les moyens à notre disposition. Le bureau de coordination nationale remercie très chaleureusement l'ensemble des leaders de l'AIM à travers le Mali ainsi que l'ensemble des militants pour la confiance, le soutien indéfectible et le respect du mot d'ordre. Au vu des efforts constatés, le bureau de coordination nationale de l'AIM lève son mot d'ordre de grève à tous les niveaux de l'enseignement, invite les camarades du fondamental, du secondaire et du supérieur sur toute l'étendue du territoire à rejoindre les classes. Les élèves appelés donc à reprendre le chemin de l'école dès demain lundi. À partir de 7h30, restons avec le monde de l'éducation, avec le ministère de l'Éducation nationale qui vient de recevoir un lot important de casques de protection, une action du département des transports et des infrastructures. Ces équipements sont destinés aux usagers d'engins à 2 et 3 roues motorisés. L'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale dans la sensibilisation est aussi attendu. Al-Husseini Touré. Selon les statistiques, les utilisateurs d'engins à 2 à 3 roues motorisés sont impliqués dans les accidents de la circulation routière dans des proportions qui sont passées de 39% en 2009 à 71% en 2021. Par le fait que la plupart d'entre eux ne portent pas le casque de protection, des centaines de victimes d'accidents de la circulation perdent malheureusement la vie par traumatisme crânien. J'ai le plaisir de faire don de ces casques de protection à votre ministère à titre de mesures d'accompagnement à l'incitation des élèves. J'insiste des élèves et plus précisément des lycéens et relevant de votre département au port de casques dans la circulation routière. Avec l'augmentation considérable des motos dans la circulation, les cas d'accident ont considérablement augmenté. Selon les spécialistes, le casque de protection diminue considérablement les risques de blessures graves à la tête et au cerveau car il réduit l'effet du choc sur la tête. Le ministre de l'Éducation nationale invite la population malienne
plus particulièrement le monde scolaire, à faire usage de cet équipement qui protège du traumatisme crânien en cas d'accident de la route. Peu de vie de nos jeunes enfants entre 10 et 18 ans sont partis d'une façon dramatique à cause des accidents de la route qui malheureusement les trouvent dans une situation de non-protection. Ces enfants prennent les motos sans casque, sans en mesurer la portée. Selon le ministre des Transports et des Infrastructures, la protection des usagers de la route en général et celle des usagers d'engins motorisés en particulier constitue une préoccupation pour le gouvernement. Les statistiques de l'année 2021 révèlent que plus de 600 utilisateurs d'engins à deux roues motorisés ont perdu la vie suite aux accidents de la circulation routière. La plupart ne portaient pas de casque. Restons dans la circulation. Porter le masque de protection, limiter la vitesse sur les routes, ce sont là quelques messages de sensibilisation véhiculés par une caravane à travers la capitale malienne. Une caravane qui met fin à la semaine de la sécurité routière. Batraouri. Une caravane de motocyclistes au cœur de Bamako pour la clôture de la Semaine nationale de la sécurité routière. Plusieurs quartiers de la capitale sont sillonnés par les caravaniers. Leur porte-parole décrit la situation des accidents de la route dont le nombre croît d'année en année avant de remettre au ministre des Transports une déclaration. Nous, caravaniers de la 18e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, réaffirmons notre engagement à accompagner le gouvernement dans ses efforts de promotion et de sécurité routière sur toute l'étendue du territoire national, singulièrement le port du casque. Tout en remerciant les partenaires et soutien à cette campagne, Dambélé Madina Sissoko a lancé un appel à toutes les bonnes volontés afin qu'elles s'impliquent pour le respect du port du casque et la limitation de la vitesse. Et le ministre des Transports et des Infrastructures de rappeler la pertinence du thème choisi pour cette célébration. Les thèmes centraux, faut-il les rappeler, respect de la limitation des vitesses et port de casque, une nécessité vitale. Évoque un cri de cœur à l'endroit des utilisateurs d'engins motorisés à 2 et 3 roues pour qu'ils adhèrent au port de casque de protection. Il renvoie aussi au code de la route qui fixe les vitesses maximales de circulation des véhicules à l'intérieur des villes et à la traversée des agglomérations. Il prévoit au surplus la possibilité pour les autorités administratives locales investies du pouvoir de police administrative de renforcer ces mesures de limitation dans leurs ressorts territoriaux. Conférences, débats, formation des chauffeurs et motocyclistes et contrôle aux différents carrefours de la capitale ont marqué la Semaine nationale de la sécurité routière. Les exploitants agricoles de l'Office du Niger, de Baguineda et de Sélengué sont satisfaits de la gestion de la problématique autour de l'engrais par le gouvernement. Ils l'ont dit au ministre du Développement rural au cours d'une rencontre à Bamako. Les producteurs en ont profité pour demander l'accompagnement financier des autorités pour la contre-saison. Mohamed Kayentao. Il y a de cela quelques mois, les producteurs de la zone Office du Niger avaient demandé au gouvernement la fourniture de l'engrais chimique en lieu et place de l'engrais organique. Pour la bonne réussite de la campagne agricole, les autorités ont donné satisfaction à leurs demandes à travers le ministère du Développement rural. Outre les producteurs agricoles de l'Office du Niger, ceux de Baguinda et Sélengué font partie de la délégation que le ministère a rencontrée. Nous sommes venus alors pour le ministre, puisqu'on est venu d'abord pour le féliciter, l'encourager vraiment dans son système, alors d'être avec nous, alors de penser beaucoup à nous. L'engrais, les 2 sacs d'urée qu'on a reçus, même si c'est minime, quand même, on souhaitait que ce soit de l'engrais chimique. Donc le fait d'accepter ça, on lui remercie infiniment. Après, on a demandé la contre-saison. Parce que cette année, à l'Office du Niger, à l'Office Iri Ségou, Baguineda, Sélengué, Arpazo 100, le riz n'a pas marché. Ça n'a pas marché, on n'a pas eu assez de production.
Le ministre du Développement rural a apprécié la démarche des producteurs paysans qui est de nature à créer un lien de confiance entre le gouvernement et les exploitants agricoles. L'augmentation de la subvention de 15 milliards 600 à 17 milliards ne nous a pas permis d'avoir autant de quantité parce que les prix sur le marché international ont augmenté. Mais en tout cas, la contribution de l'État en faveur du paysan a été beaucoup plus élevée cette année que l'année passée. En ce qui concerne, nous, l'opération du ministère du Développement rural, il revient aux importateurs d'engrais d'importer l'engrais à tout moment et de mettre l'engrais dans les bassins de production pour permettre aux exploitants agricoles de l'avoir. On ne doit pas attendre la mise en place de l'enveloppe de subvention pour importer l'engrais. Satisfaits de cette rencontre, les hôtes du jour promettent d'accompagner le ministère de tutelle dans ses missions d'encadrement des agriculteurs, de soutien et de mise en place d'une politique foncière agricole, ainsi que d'organisation et de développement du monde rural. En troisième région, la culture du soja occupe plus de 6 000 producteurs sur 9 000 hectares. Information partagée par l'entreprise Keitala Négoce lors du lancement des produits à base de soja, dont le lait, le café et la brochette. La rencontre a mobilisé autour de 2 membres du gouvernement plusieurs autres personnalités et partenaires, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. C'est un ensemble de produits à base de soja que l'entreprise Keitala Négoce met sur les marchés nationaux et locaux. Des produits transformés de façon artisanale pour contribuer à la réduction de la malnutrition à travers l'appui de Tout Escale, un programme financé par les Pays-Bas et mis en œuvre par le consortium IFDC SNV Bob Ingo. Le soja, c'est plus de 9 000 hectares et 6 053 producteurs dans la région de Sikasso. Aujourd'hui, le soumala de soja, le café de soja, la farine infantile à base de soja, il y a le lait de soja, il y a aussi les boulettes de soja. Notre stratégie, qui est orientée sur l'amélioration de l'accès à des aliments nutritifs aux populations à la base de la pyramide, concerne 20 000 consommateurs uniquement avec le soja et ses produits dérivés dans ce partenariat Keitala Négoce. La cérémonie de lancement est marquée par des sketchs, des prestations d'artistes et un plaidoyer du centre Bob Ingo pour la diffusion des produits à base de soja, une culture qui peut contribuer à assurer la sécurité alimentaire et à réduire les taux de chômage. C'est un produit qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Compte tenu de la crise qui se trouve dans le monde, nous devrons faire en sorte que nous préservions les produits que nous produisons chez nous. L'ambition du gouvernement est de soutenir sa production à 100 000 tonnes par an d'ici les 5 prochaines années. Et l'accroissement de la commercialisation autour de ces produits et sa forte demande stimule ce secteur et offre une nouvelle opportunité aux petits producteurs qui s'investissent massivement dans cette culture. Le lancement des produits à base de soja est achevé par une dégustation et la visite de l'usine Keitala Négoce. Les acteurs de la filière gomme arabique et leurs partenaires en conclave à Tombouctou. La rencontre porte sur l'importance et la place de cette matière dans l'économie nationale. Les détails avec Najim Baba Sissé. Cet espace d'échange est organisé par l'unité de mise en œuvre du cadre intégré du ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec la Fédération régionale des producteurs et collecteurs de la gomme arabique de Tombouctou. Son objectif est d'expliquer l'importance et la place de cette matière dans l'économie nationale et communiquer sur les actions entreprises par l'État et ses partenaires pour la valorisation de la filière. Les activités menées par ce projet ont permis d'améliorer l'organisation de la filière à travers la mise en place et l'opérationnalisation de l'interprofession gomme arabique du Mali. L'intervention du projet a contribué à augmenter le niveau des revenus des producteurs, des collecteurs et des exportateurs de la gomme. Le prix du kilo de la gomme est passé de 300 avant l'intervention du projet à 1200 francs CFA actuellement. Celui de la gomme friable est passé de 150 francs CFA à 300 francs CFA avec l'intervention de ce projet. Ce cadre d'échange regroupe les femmes issues des unions des coopératives de la région de Tombouctou qui, au-delà d'obtenir des informations sur la gomme arabique, renforcent leurs capacités sur les techniques de production et de commercialisation. Permettez-moi ici de remercier l'IMOSI pour son appui constant et régulier en faveur de tous les acteurs
réactrice de la gomme. Au nom de la fédération, je demande à tous les participants d'être assidus et de bien suivre pour pouvoir faire l'attrition aux membres restants de vos sociétés coopératives. La gomme arabique, sa production alors concerne une période bien déterminée. Alors donc maintenant, ils ont réfléchi en se disant, est-ce que après cette période, il faut vous laisser comme ça à votre compte? Non, ce n'est pas bon. Il faut, compte tenu de tout ce que vous apportez pour notre région, pour la famille, il faut encore vraiment vous occuper avec d'autres activités génératrices de revenus. Ils ont choisi quoi? Pour un départ, vraiment les maraîchages. Ainsi, le maraîchage est l'activité retenue pour maintenir la dynamique de ces femmes pendant cette période de pause. Elles seront renforcées en technique de maraîchage pour faire face à leurs besoins. Un mot de la coopération avec la directrice des opérations de la Banque mondiale qui visite les réalisations de la SOMAPEP et l'essentiel du système d'adduction d'eau à Markala. Les réalisations de la SOMAPEP sont des branchements sociaux destinés à offrir de l'eau potable aux populations. La Banque mondiale a contribué à hauteur de 3 milliards de francs CFA pour toucher plus de 3000 personnes. Jacqueline Dakou. La Banque mondiale appuie l'accès à l'eau potable au Mali. Environ 3 milliards de francs CFA de cet appui permettent à la SOMAPEP de Markala de servir plus la population grâce aux branchements sociaux et aux bornes fontaines à travers la ville de Markala. La directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali, qui était en visite, s'est dit satisfaite de ce qu'elle a vu et entendu. Je suis vraiment ravie d'être ici et de vérifier que notre projet soutient un programme du gouvernement du Mali a des résultats très positifs. Pour moi, écouter les bénéficiaires parler de ce qu'a changé dans sa vie à cause de ces projets-là me donne beaucoup d'encouragement pour continuer à travailler avec le gouvernement du Mali, en particulier pour élargir l'accès à l'eau. Pour la ville de Markala, nous avons doublé et la production, nous avons doublé le réseau et le nombre d'abonnés. Déjà, on est aujourd'hui, d'après le maire, on est à 80% de satisfaction au niveau de la ville. En ce qui concerne la production, je vais parler en litres, nous avons à peu près 2700 millions de litres par jour. Donc les ouvrages ont été réalisés pour couvrir les besoins de Markala jusqu'en 2025. Et nous avons réalisé aussi 2660 branchements domiciliaires. Et à travers la ville, nous avons installé 60 bornes fontaines. Clara de Souza a visité les installations techniques de la SOMAPEP, y compris la station de pompage, rencontré le personnel et les familles bénéficiaires. On utilisait le puits. Oui. Donc maintenant, avec le robinet, on est sûr quand même qu'on est en train d'utiliser de l'eau potable. Oui. Et cette eau potable-là, ça ne fait que renforcer la santé. Environ 300 000 personnes ont vu leur souffrance allégée par les branchements sociaux à Markala. Les bénéficiaires ont exprimé le souhait que cette collaboration de la Banque mondiale et l'État malien puisse toucher plus de localités. Diplomatie à présent avec le nouvel ambassadeur du Mali au Burkina Faso qui a présenté ses lettres de créance au capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Faso. Issouf Oumar Maïga a transmis au chef de l'État burkinabé les salutations de son homologue, le colonel Assimi Goïta, le nouvel ambassadeur donc du Mali au Burkina Faso, le diplomate malien, qui remet donc ici ses lettres de créance au capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Faso. Le diplomate malien a salué la convergence de vues des deux chefs d'État en matière de défense des intérêts vitaux des peuples maliens et burkinabés, de lutte contre le terrorisme et de sécurisation des populations. En retour, le président du Faso a renouvelé ses remerciements à son frère, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et le capitaine Ibrahim Traoré a insisté sur le rôle prépondérant que le Mali et le Burkina Faso doivent jouer dans la sous-région pour lutter contre le terrorisme efficacement. Lancement du projet Femmes et enfants des communautés minières artisanales au Mali. Ce projet qui va durer 5 ans vise à améliorer les conditions des femmes et des enfants cibles dans le cercle de Kenyeba. Son coût, plus de 4 milliards de francs CFA financés par la coopération canadienne. Reportage Innaba. Le projet Femmes et enfants des communautés minières artisanales au Mali
FEMA vise à améliorer les conditions des couches vulnérables dans le cercle de Kéniéba, à savoir Kéniéba, Dabia, Sitakli et Dialafara. Démarré en avril 2022 pour une durée de 5 ans, le projet cible les femmes et les enfants. Marginalisés économiquement, isolés, exposés à des substances nocives et des travaux dangereux, faute de moyens et d'organisation, ce sont ces mêmes femmes qui se retrouvent à devoir emmener leurs enfants, leurs jeunes enfants sur les sites, une première étape malheureuse vers le travail des enfants. Principalement financé par Affaires mondiales Canada, le montant du projet est de 4,7 milliards de francs CFA, avec une contribution financière additionnelle de B2Gold. Le Mali est le 5e bénéficiaire dans le monde entier de l'aide canadienne. Le Canada porte un intérêt particulier au projet d'autonomisation économique des femmes, des adolescents et adolescentes et au bien-être des enfants. Dans cette dynamique, le projet FEMA s'inscrit en droite ligne avec notre politique d'aide internationale, une politique qui place le renforcement du droit des femmes et leur autonomisation au cœur de nos interventions, comme dans le projet FEMA. Les enjeux du secteur minier et artisanal sont énormes et touchent plus particulièrement les femmes et les enfants qui sont souvent marginalisés dans la chaîne de valeur de leur paillage. Ce projet cadre parfaitement avec les différentes politiques au niveau du département. L'accompagnement du ministère par rapport à la mise en œuvre réussie de ce projet ne fera pas défaut. Les défis de leur paillage interpellent tous les acteurs du secteur minier, les femmes, les communautés locales, les sociétés minières qui œuvrent dans les zones minières et qui demandent et nécessitent une intervention adaptée pour l'atteinte des résultats escomptés. Ce projet, qui durera 5 ans, touche plus de 2688 femmes et adolescentes et plus de 140 000 bénéficiaires indirects. 690 millions de francs CFA, c'est la valeur des équipements et matériels de santé offerts aux structures sanitaires des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. C'est un don du Royaume du Danemark. Il vient renforcer le plateau sanitaire de 16 centres de santé de référence des localités citées. Saloum Konaté. 16 centres de santé de la région de Sikasso bénéficient ainsi des équipements sanitaires d'une valeur de plus de 690 millions de francs CFA. Ils doivent renforcer le plateau sanitaire existant. Financé par le Royaume du Danemark, cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du document d'engagement de développement adossé au programme pays 2017-2022. L'objectif est d'améliorer la gouvernance démocratique et inclusive à travers le renforcement de la participation citoyenne et la prestation de services au niveau local. Cette donation constituée d'équipements biomédicaux, de mobilier et matériel général destinés à certains centres de santé, CCRF, CESCOM et PACO, va considérablement contribuer à améliorer les conditions de travail du personnel soignant, améliorer la qualité des services dans les centres de santé et sauver des vies. Selon l'ambassadeur du Royaume de Danemark, de 2017 à nos jours, l'appui danois demeure constant au Conseil régional de Sikasso à travers la réalisation d'un grand nombre de projets. Je suis très fier que cette dotation s'ajoute à une dotation danoise au CESCOM dans les régions de Kai, Kuligoro, Ségou et Mopti à travers notre financement sur la gestion de l'unicité. Ces programmes et ces efforts du partenaire stratégique s'inscrivent en droite ligne du choix, sinon d'un choix stratégique des hautes autorités du pays aujourd'hui, savoir la santé, les besoins vitaux des populations, se battre, chercher à les satisfaire. L'ambassadeur du Danemark au Mali a réitéré l'engagement du gouvernement de son pays aux côtés du peuple malien pour une paix et un développement durable. Le RTM Kayi en fête ce week-end à travers la célébration des 30 ans de la radio régionale de Kayi. L'événement a donné lieu à des animations folkloriques de troupes venues de toutes les communautés ethniques de la zone de couverture de l'ERTM Kayi. Retour sur les temps forts de cette fête avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. 3 décennies au service de l'information et du développement de la région de Kayi, cela se fête. La célébration des 30 ans de la radio régionale de Kayi a donné lieu à des moments pleins de réjouissance, de reconnaissance, de recueillement et de souvenirs. C'était une période très passionnante
pour la radio et la télévision. Parce que c'était juste au lendemain des événements de 1991, la Révolution. C'était au moment du début du mandat de Alpha Omar Konaré. Donc il y avait un engouement, un besoin d'expression pour les communautés. Aujourd'hui, après 30 ans d'existence, la radio régionale de Caille, devenue ORTM Caille, a réussi à fidéliser des auditeurs et auditrices et a même réussi à se faire des ambassadeurs qui ne cessent chaque jour de nous galvaniser à travers leurs différents témoignages, leurs sourires et leur joie de vivre. Que serions-nous donc sans vous, chers ambassadeurs, auditeurs et auditrices? Au nom du directeur général de l'ORTM, le directeur de la radio rurale a tenu à rappeler le rôle crucial que jouent les stations régionales dans la visibilité des activités au niveau des zones les plus reculées du pays, tout en ayant une mention spéciale pour la station régionale de l'ORTM Caille. Média de proximité, la radio régionale se veut avant tout un moyen de communication reflétant la vie des communautés de la région de Caille. Les programmes variés et adaptés aux besoins et aux attentes des populations locales qu'elle diffuse illustre bien l'importance de ce type de médias. L'ORTM est confronté à des difficultés. Soyez rassurés, Madame la Directrice, le gouvernement, en ce qui le concerne, ne ménagera aucun effort pour vous permettre de bien mener votre mission de service public. Cette cérémonie de célébration, au-delà des discours, a enregistré la prestation de troupes venues de différentes communautés ethniques de la zone de couverture de l'ORTM Caille. Heureux anniversaire à nos collègues de la station régionale de Caille. 4e édition des trophées de la paix et de la réconciliation, un événement de la revue d'information Nekamag Golden People. Plusieurs distinctions ont été remises aux personnalités maliennes et étrangères pour leur contribution et engagement en faveur de la paix et de la réconciliation au Mali. Ibrahim Kaoukonaté et Alou Touré, reportage. Au total, 29 récipiendaires, de par leur travail remarquable et engagement aux côtés de nos populations pour l'instauration de la paix et le vivre ensemble au Mali, ont été distingués et célébrés par le magazine d'information intitulé Nekamag. Nekamag Golden People rend hommage aux hommes et femmes qui, au regard de leur parcours, action ou vision, sont des exemples rarissimes, des modèles avérés de l'engagement pour la paix. Ces personnes peuvent et doivent servir d'exemple pour le Mali nouveau que nous voulons construire. Ces personnalités ont reçu avec fierté leur trophée Nekamag et attestation de reconnaissance. 2 trophées ont été décernés à Ahmed Mohamed Agamani, ancien Premier ministre, et Ousmane Chérif Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. À cela, il faut ajouter les gouverneurs des régions de Tombouctou et de Badjangara. Pour les personnalités étrangères, 2 ambassadeurs ont été primés. Je voudrais dédier cette distinction à toutes celles et tous ceux, civils et militaires, nationaux et étrangers, qui ont payé le prix ultime en sacrifiant leur vie pour la paix au Mali. Je vais les dédier d'abord aux plus hautes autorités de notre nation, qui ont eu confiance en notre modeste personne et nous ont mis en mission recommandée, en mission pour le Mali, pour l'unité du Mali, pour la cohésion des Maliens, pour le devenir du Mali. Au nom du peuple algérien à qui ce trophée est dédié, j'adresse nos sincères remerciements aux responsables de la revue Nekamag et à ceux qui ont tenu par ce geste à rendre hommage à l'Algérie pour son combat en faveur de la paix, la réconciliation et le vivre ensemble, thème choisi pour cette 4e édition. Plusieurs autres distinctions ont été décernées à des structures des médias, dont l'ORTM. La cérémonie s'est terminée par un sketch. 7e édition du festival Vivre Ensemble à Tombouctou, c'est du 12 au 18 décembre prochain. Les femmes sont à l'honneur cette année à travers le thème Action des femmes dans le développement local. Alpha Maïga. Mémorial Modibo Keïta, lieu de mémoire ce jeudi. L'artiste Awameiga, à travers ses notes musicales, sonne l'alerte et pour cause.
je déclare lancée la 7e édition du festival Vivre Ensemble. Et là, ce rendez-vous culturel est à sa 7e édition, une contribution des initiateurs au développement socio-économique de la zone. De ce temps, nous avons bâti un travail culturel qui aujourd'hui rayonne, pas que Tombouctou, mais rayonne le Mali entier à travers le festival Vivre Ensemble. C'est une invite à l'ensemble des Maliens pour visiter cette ville-là, pour s'y rendre et pour la connaître. Tombouctou est une lumière. Le festival Vivre Ensemble Tombouctou se veut un acteur qui œuvre dans la sauvegarde et la promotion de la culture comme moyen de stabilisation dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. D'ici là, les regards sont tournés vers la cité des 333 saints. Et c'est bien ce lieu qui va abriter ce grand rendez-vous culturel une semaine durant, c'est-à-dire du 12 au 18 décembre prochain. Rideau sur la 3e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finou. Une cinquantaine d'artisans venus de plusieurs localités du pays et du Sénégal ont pris part à la rencontre. Les organisateurs affichent leur satisfaction. Cheikh Oumar Sangaré est président de la Commission nationale d'organisation. Nous l'écoutons au micro de Mariam Koulibaly. En termes de bilan, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a reçu pratiquement des milliers de visiteurs. On a à peu près une cinquantaine d'exposants venus d'un peu partout du Mali. Un exposant venu du Sénégal, ça c'est important. On a la participation de l'expert textile de l'IEMOA. Cette 3e édition a été globalement marquée par certains points très satisfaisants. On a pu tenir les activités sur 4 jours au lieu de 3. Nous allons dire merci à l'ensemble de la presse. Ça c'est important. La presse s'est appropriée de cette lutte de promotion du textile made in Mali. Cheikh Oumar Sangaré, président de la Commission nationale d'organisation des journées textiles du Mali, Mali Finou. Vivement la 4e édition. La chronique culture et société nous fait voyager ce soir en milieu Songoï. Il est question du manchi, un jus traditionnel qui tonifie l'organisme après une journée de travail. Le manchi est obtenu à base de plantes qu'on appelle kundu en sorail, bourgou en français, Alpha Maïga. Le manchi est un jus traditionnel songoï fait à base d'une plante qu'on appelle kundu en sonrail. La plante se rapproche un peu de la canne à sucre. Le bourgou, c'est le mot populaire qui est venu de langue sonrail. C'est un emprunt. Le manchi, c'est d'abord une boisson locale. C'est fait à base de bourgou et plus l'eau. Donc c'est une boisson traditionnelle. Plante sauvage au goût sucré, le kundu pousse dans les marécages et le fleuve de la boucle du Niger. Le kundu est récolté par les hommes, mais sa transformation revient aux femmes. Cependant, certains hommes le font selon les milieux. La transformation peut prendre plusieurs jours, voire des semaines. Dès qu'on annonce une activité, c'est-à-dire une festivité, que ce soit les festivités de mariage, de baptême, et quand les laboureurs viennent, quand ils doivent partir, ils se préparent pour aller au champ. C'est là qu'on peut le préparer pendant un mois. Quand il s'agit de la famille, là on le prépare sur une journée. Du concassé du kundu sortira le manchi, un jus marron foncé, presque noir, dont le goût rappelle le caramel. La première qualité c'est le manchi, la deuxième qualité c'est le hambari. Hambari c'est la seconde étape, c'est-à-dire ce n'est pas la qualité première, c'est la qualité seconde. L'expression est passée dans la langue. Quand on dit filana hambari, ça veut dire qu'il n'est pas très important. Du concentré du manchi, on obtient le katou, considéré comme de la confiture de kundu. Ce katou est délicieux, se mange avec du pain ou des galettes, aussi avec du riz. Les gens, ils avaient donc des pratiques pour faire le katou à partir du manchi. Et quand tu préparais, n'est-ce pas, ton riz, n'est-ce pas, et tu verses le katou, une sorte de sauce dessus, tu le manges et c'est vraiment délicieux. On n'avait pas un katou magique. Le manchi, un sirop désaltérant qui tonifie l'organisme, surtout après une journée de travail ou pour rompre le jeûne. Pour les hommes, ça leur donne la force, ça leur donne la vigueur, ce qui fait qu'ils vont au champ de 6 h du matin
jusqu'à 18h sans s'arrêter. Le bourgou lui-même est très 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 riche. C'est une culture fourragère extrêmement riche, qui a des qualités reconnues. Dans le temps, nos ancêtres prenaient ça pour se soigner contre les maux de ventre, contre la prostate, les hémorroïdes. Maintenant que les gens ont cessé de prendre ça, ils ont beaucoup de sortes de maladies. Mais avant, ça avait beaucoup de vertus thérapeutiques, n'est-ce pas? Le bourgou lui-même est un aliment pour les animaux, pour le bétail. C'est pourquoi d'ailleurs ça a été au centre de tous les conflits, n'est-ce pas, au temps de nos royaumes et empires. Vous avez vu comment la Dina de Sékou Amadou a dû gérer carrément, n'est-ce pas, les bourgoutières. C'était tout un espace très précieux. Le manchi est un patrimoine culturel songhoué en voie de disparition, méconnu ou oublié à cause aujourd'hui du désintérêt des producteurs qui préfèrent s'adonner à d'autres activités lucratives. Le manchi, c'est un patrimoine culturel immatériel. Ce patrimoine est en perte de vitesse. C'est une boisson locale qui est aujourd'hui quand même très intéressant de le valoriser. D'abord, c'est une boisson nationale, je dirais dire, au sens de la culture de la nation songhoué. C'était même à l'époque, on pouvait en faire de l'hydromel. C'était la boisson avec laquelle on accueillait, n'est-ce pas? C'était la boisson des grandes cérémonies. Et c'était la plus répandue. C'est un savoir-faire qui est là. Imaginez recueillir une plante naturelle aquatique et puis venir transformer ça et donner un produit. Déjà, c'est un savoir-faire. Et un savoir-faire qui date de plus de 100 ans est un patrimoine. Donc, cette richesse-là, on doit le garder. C'est un patrimoine immatériel. En tout cas, quand les populations de la communauté Arma entendaient là les Tourés boivent du manchi, c'est pour se retrouver quelques minutes après sur la dune de Koima. Toute une histoire. Le journal des sports à présent avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahima Traoré. Coupe du monde Qatar 2022, l'Espagne et l'Allemagne